Depuis quelques années, on a pu observer une vraie popularisation des contenus humiliants sur les réseaux sociaux. Tromperie, smash or pass ou encore l'exploitation de personnes en situation de handicap, comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi l'humiliation attire autant de spectateurs? L'humiliation, la moquerie, ce sont des choses qu'on voit depuis notre plus jeune âge. Que ce soit dans la cour de récré ou que ce soit à la télé, on a tous déjà rigolé d'un ami par exemple qui tombe par terre ou d'un camarade d'école qui rate son oral devant toute la classe. C'est complètement humain et ça fait partie de notre quotidien. Cependant, ces dernières années et avec les réseaux sociaux, on a pu observer une vraie augmentation de la demande quant au contenu humiliant. Et il y a aussi une augmentation de l'intensité de ces humiliations auxquelles on assiste sur les réseaux sociaux ou même à la télé. Remontons quelques années en arrière. Interville, jeu télévisé très populaire à l'époque, était une émission où plusieurs candidats de différentes villes venaient s'affronter dans une arène avec des jeux plus ridicules les uns que les autres. Vraiment, c'est ce que j'appelle la gentille humiliation. Oui, le concept d'Interville était à la base un jeu, mais le but de l'émission était plutôt de mettre les candidats dans des situations extrêmement cocasses, avec les concours de tartes dans la gueule, avec des costumes plus ridicules les uns que les autres. Finalement, sous cette émission se cachait l'entertainment du ridicule. Le vrai but était de faire rire le public, était de le divertir à travers ces petites humiliations et ces petites situations cocasses. On peut également mentionner Fort Boyard qui pousse les candidats dans leur retranchement avec parfois des épreuves où ils se retrouvent dans des cages avec des scorpions, avec des migales. C'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des séquences phares dans l'émission, des candidats qui pètent un plomb, des candidats qui se disent qu'ils ne vont pas y arriver, qui se retrouvent dans tous leurs états et ça fait de l'audimat, ça fait sensation, tout en restant à ce moment-là bon enfant. Oui, parce que la culture de l'humiliation, la télé y participe grandement. Je vous parlais de Fort Boyard ainsi que d'Interville, qui sont donc des jeux télévisés, mais nous avons depuis les années 2010 des téléréalités qui font tout leur commerce sur l'humiliation de leurs candidats. La télé-réalité allant de Secret Story aux Anges en passant par les Marseillais, c'est un concept finalement qui est assez simple. On met des candidats dans une maison, il y a un ou deux concepts, et puis bien évidemment ils sont filmés et les spectateurs ont ainsi accès un petit peu à leur vie, à leurs déboires, à leurs galères. Des galères, il y en a eu, croyez-moi, puisque la télé-réalité des Marseillais, entre autres, a énormément capitalisé sur l'humiliation et la tromperie. Le concept à la base était 10-15 potes de Marseille qui partent en vacances à travers le monde, que ce soit à Mykonos ou que ce soit à Los Angeles. Ils partent tous ensemble comme une colonie de vacances d'adultes finalement, et on suit ainsi toute leur vie, les amourettes qui se font, les amourettes qui se défont, etc. Jusque-là, tout va bien, c'est normal, ce sont des jeunes normaux qui partent en vacances et qui vivent leur vie. Mais je pense que les producteurs de l'émission ont vite compris que ce qui fonctionnait, ce qui ramenait de l'audience, c'était les tromperies, les trahisons. Puisque très vite, on s'est retrouvé avec toujours le même schéma dans chaque saison des Marseillais. Une première partie des candidats partent en tournage. Parmi ces candidats, nous avions très souvent Julien Tanti, Kevin Gage, des hommes qui partaient toujours au début de l'aventure en couple, mais sans leur compagne qui les rejoignait ensuite dans l'aventure un petit peu plus tard, ce qui permettait à ces fameux candidats, donc les Julien, les Kevin, je précise que ce sont des noms parmi tant d'autres, je choisis l'exemple des Marseillais parce que c'est selon moi la télé-réalité qui a le plus fonctionné grâce à ce concept de tromperie et d'humiliation. Nous avions donc ces jeunes hommes qui se retrouvaient en vacances sans leurs copines et qui les trompaient bien évidemment à tout va. Un petit peu plus tard dans l'aventure, les copines rejoignaient le tournage et puis ça faisait un cocktail explosif avec l'homme qui a trompé, la femme trompée très déçue qui pète un câble, la maîtresse très souvent qui se retrouve entre les deux et qui a le mauvais rôle malheureusement, puisque c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours en général, le couple se rabiboche par le biais de petits déjeuners au lit, etc. Si vous observez bien, ce schéma-là, on l'a sur presque toutes les dernières saisons des Marseillais, bien que ce programme soit arrêté depuis maintenant 1 ou 2 ans, il me semble. Si vous regardez toutes les dernières saisons des Marseillais, nous avons Carla Moreau, nous avons Manon Tanti. Ce sont des femmes qui ont été trompées et trompées devant la France entière, comme elle le disait à chaque fois. Mais lorsqu'on observe une répétition de ce schéma à chaque saison, on se dit que les candidats font exprès. On se dit que ces femmes trompées, ces femmes déchues, sont finalement au courant de toutes ces tromperies. Et c'est en fait un business qui se fait sur la tromperie, puisque ce sont les séquences qui sont le plus reprises sur les réseaux sociaux. Les séquences comme celle de Cassandra Julia, par exemple, qui est une autre candidate de télé-réalité. Cette candidate de télé-réalité a fait, voilà, je vais vous dire un chiffre comme ça, environ une dizaine de télé-réalités. Et bien dans chacune de ces télé-réalités, il y a des histoires de tromperie, il y a des histoires d'humiliation, elle se fait constamment humilier. On peut d'ailleurs lire des tonnes de tweets à ce sujet, ça fait énormément réagir. Comme je vous le disais, ce sont les séquences qui sont le plus reprises sur
sur les réseaux sociaux, ce qui fait que finalement, les producteurs qui produisent ces programmes-là qui sont en déclin tiennent grâce à ces histoires chocs. Et ces images chocs, puisqu'on retrouve à chaque fois les femmes qui se font tromper, c'est très rarement des hommes, dans le contexte de la télé-réalité en tout cas, devant les caméras, etc. Ces femmes-là, on les voit dans tous leurs états. Pleurer, crier, péter des crises, et c'est ce que les gens aiment voir. La télé-réalité étant un petit peu sur le déclin ces dernières années, passons maintenant aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont devenus un vrai terrain de jeu pour l'humiliation. On a vu émerger ces dernières années de vrais concepts, sur YouTube notamment, qui se basent directement sur l'humiliation des personnes qui apparaissent dans ces vidéos. On a par exemple le concept du smash or pass, concept directement importé des États-Unis. Les règles sont simples, une rangée d'hommes et une rangée de femmes. Chacun à leur tour, les hommes et les femmes vont se présenter devant le sexe opposé en disant smash or pass. Smash veut clairement dire en anglais ah smash. Ok, ça veut dire t'es fraîche, je te smash, voilà, vous comprenez, ou tu es frais, je te smash, vous avez compris. Jusque-là, le concept peut paraître marrant, divertissant, mais encore une fois, on se rend vite compte que les séquences qui fonctionnent le mieux, les séquences qui sont le plus reprises sur d'autres réseaux comme Twitter, sont des séquences d'humiliation. Sont des séquences où des femmes, par exemple, vont humilier un homme en lui disant « mais non, toi, t'es pas du tout mon style, t'es éclaté, regarde comment t'es habillé, etc. » Ou un homme peut dire la même chose à une femme « toi, t'es éclaté au sol. » Nous avons également le petit frère du concept Smash or Pass qui est « Pop the Balloon ». Pop the balloon, c'est très simple. Nous avons par exemple, disons, 10 femmes dans une pièce. Un homme se présente alors à elle, il arrive dans la pièce, il explique j'ai 23 ans, je m'appelle Michael, et les femmes qui se trouvent devant lui ont chacune un ballon et un petit pic, et si le mec ne leur plaît pas, elles éclatent le ballon. Ce qui donne bien évidemment des séquences chocs, puisque nous avons un homme qui rentre dans une pièce, disons que parfois il n'a même pas commencé à parler, que toutes les filles ont déjà explosé le ballon. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'est pas attirant physiquement, selon les filles qui sont dans la pièce, etc. Mais ce qu'on en retient, c'est que c'est quand même une humiliation. Imaginons que tu rentres dans une pièce et que là, d'un coup, tous les ballons s'éclatent. Je veux dire, ce sont vraiment ces séquences-là qui tournent sur les réseaux sociaux. Ce qui pourrait être un jeu assez bon enfant, et encore, c'est vrai que c'est un jeu assez collège, primaire, et ce sont des grands adultes qui jouent à ces jeux-là. Les grands adultes qui jouent à ces jeux-là ont compris très bien comment ça fonctionnait, ont compris comment faire du choc, comment faire du sensationnel. Et à ce moment-là, on part un petit peu dans le sombre, je trouve, puisque on en vient à faire ce genre de contenu uniquement pour taper la honte au sexe opposé. Les hommes vont mal parler des femmes, vont être sexistes, les femmes vont également mal parler des hommes, les descendre. Je veux dire, tout le concept de dating, vraiment, est en arrière-plan. Le vrai concept, les gens viennent pour avoir la meilleure catchphrase, avoir la meilleure punchline afin de foutre la honte à la personne qui est en face d'eux. Et ça marche très bien même. Je sais pas si vous connaissez Strikeagram, donc c'est un youtubeur français qui a fait tout son business sur ce genre de contenu, directement importé des États-Unis. Donc c'est des contenus qu'on a beaucoup vus aux États-Unis, dans les communautés hip-hop, etc., dans la communauté afro-américaine. C'est des contenus qu'on voit énormément. Strikeagram a ramené ça en France, lui et d'autres créateurs de contenu, mais je pense que lui, c'est le plus populaire parce que c'est lorsqu'on tape Smash or Pass France Edition sur YouTube, on tombe directement sur ses vidéos à lui. Il y a une mauvaise ambiance dans ces vidéos-là. Comme je vous l'expliquais, ce ne sont que des gens qui viennent vraiment pour avoir leur petit quart d'heure de gloire, pour avoir la meilleure punchline, pour foutre le plus la honte à la personne qui est en face d'eux. Et ça devient vraiment une compétition de malpolitesse. Vraiment, il y a certaines séquences, alors je comprends que certaines personnes aiment voir ça, il y a un certain voyeurisme quand même, je pense, mais c'est vrai que moi, c'est pas du contenu que j'apprécie regarder, que ce soit les éditions américaines ou les éditions françaises d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on est vraiment basé sur le choc, sur le sensationnel, et tous ces concepts de dating qu'on essaie de nous vendre dans un premier temps n'est qu'un écran de fumée. Jusque-là, on parle d'humiliation à la télé, sur les réseaux sociaux, de personnes qui, finalement, lorsqu'on creuse un petit peu, se mettent en scène afin de créer ces moments chocs, ces moments d'humiliation. Chacun fait son business comme il veut, c'est vrai que tant qu'il y a des clients, je comprends que les gens continuent de créer ce genre de contenu. Le vrai problème et le moment où pour moi on a dépassé les limites, c'est lorsqu'on a commencé à exploiter des personnes en situation de handicap afin de créer du contenu qui les humilie. Cette exploitation, on peut l'observer depuis plusieurs années et principalement sur les réseaux Snapchat et Twitter. J'ai vu toute une histoire récemment sur Twitter qui impliquait la chanteuse Weshden et un homme qui semblait être en situation de handicap. Il y a quelques jours, Weshden poste sur les réseaux sociaux une vidéo alarmante et effrayante. Dans cette vidéo, on peut la voir au volant de sa voiture, la nuit, très certainement à Paris. Petit souci, un homme est accroché à son pare-brise. Un homme est accroché à la voiture de Weshden. Cette vidéo fait extrêmement peur, je vous dis la vérité, moi j'ai vu la vidéo, j'étais complètement choquée. Alors, premièrement, c'est vrai que le physique de cette personne est assez atypique. Donc cet homme qui est accroché à la voiture de Weshden a un physique
très atypique. On sent que cette personne a un handicap, une maladie, quelque chose de lourd. Mais en plus de ça, la vidéo semble montrer un contexte quand même un peu d'agression. Weshden est dans sa voiture, elle essaye tant bien que mal de démarrer et de partir de l'endroit où elle se trouve. Cet homme est accroché à son pare-brise, on ne sait pas s'il demande de l'aide ou s'il l'agresse, la vidéo est assez perturbante. Il finit finalement par lâcher la voiture et on voit Weshden qui arrive à s'éloigner au volant de sa voiture tout en criant. Cette vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cet homme qui a un visage très reconnaissable a été vu des millions de fois justement dans cette vidéo d'agression. Enfin, on ne sait pas vraiment ce que c'est cette vidéo, on n'a pas vraiment de contexte à ce moment-là. Ce qu'on peut observer dans les quelques jours qui suivent cette vidéo, c'est cet homme dans d'autres snaps. Cet homme a été retrouvé, donc cet homme encore une fois très reconnaissable, au visage très reconnaissable, a été retrouvé par des snapchatters, par des passants. Il a été reconnu et repris dans pas mal de snaps, j'ai vu sa tête plusieurs fois depuis cette histoire. Le problème c'est que ces snaps déjà ont un but moqueur. On filme cet homme qui a un physique encore une fois très atypique, on sent qu'il y a un handicap, on le voit même à un moment donné fumer ce qui semble être du crack, donc je pense que c'est quelqu'un qui est très malade, qui a vraiment de multiples soucis, ça se voit sur son visage. Eh bien ça n'arrête pas les passants de le filmer, ça n'arrête pas les passants de le montrer très vulnérable devant les caméras. On le voit à un moment donné, comme je vous le disais, consommer des produits illicites, des substances très lourdes, très dures, et on voit clairement que ces gens qui le filment sont à la recherche du prochain snap sensationnel, à se dire oh c'est le mec qui a agressé Weshden, vite faut le filmer, oh frérot regarde-toi, tiens la morphe qui coule, etc. C'est vraiment, les vidéos sont très humiliantes, ces images sont assez perturbantes, mais ce n'est pas la première fois que des personnes en situation de handicap sont exploitées à ce point. Nous avons un snapchatter qui a fait toute sa carrière sur ces humiliations justement, sur filmer ce qui se passe dans la rue, etc. Vous connaissez peut-être le snapchatter Nasdas, c'est un snapchatter dit de la rue, c'est un mec de quartier, c'est un mec qui est pas mal dans la rue, etc. qui avait basé son contenu au début sur justement cette rue-là, sur comment aider les jeunes qui sont à la rue. Il y a des petits qui fument des clopes dans le quartier, hop hop hop, il va confisquer les paquets de clopes. Au début, Nasdas avait vraiment cette image de bon samaritain, cette image d'homme qui va aider le quartier, qui va sortir le quartier et ses habitants de la galère. Jusque-là, ces actions paraissent tout à fait louables, mais lorsqu'on observe ces snaps, on se rend compte qu'il y a une vraie exploitation des personnes marginalisées. Que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont toute leur tête mais qui ne sont pas dans des situations forcément très glorieuses, des personnes qui vont parler de vol, des personnes qui vont parler de drogue, etc. On peut prendre notamment l'exemple de Asia. Asia qui est une jeune femme qui semble être en situation de handicap, mais qui a pourtant été exploitée pendant des mois et des mois par Nasdas et sa team, qui la filmait en permanence, qui filmait ses relookings, ses machins, qui se moquait de son physique. Enfin, il y a plein d'histoires sombres comme ça. Je vais pas vous refaire tout le snap de Nasdas. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par cette histoire-là, par la carrière de Nasdas, par le fait qu'il ait bâti sa carrière justement sur ces personnes marginalisées, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Mousse. Je vous affiche le titre à l'écran. Il a fait une vidéo détaillée sur le business de Nasdas, justement sur les personnes en situation de handicap ou non, sur ce qu'il a fait dans son quartier, etc. C'est très intéressant, je vous conseille d'aller la voir. Moi, ce que je voulais mettre en lumière dans cette vidéo, c'est cette soif de l'humiliation. Parce que Nasdas filme ces gens en situation de handicap, filme ces gens dans des situations un peu cocasses, mais ça marche. Ces contenus-là marchent énormément et marchent de plus en plus d'ailleurs. Il y a un public. D'où vient cette faim de l'humiliation? D'où vient cette faim, ce voyeurisme de voir les gens se faire humilier, de voir des gens dans tous leurs états? Nous avons même des influenceuses qui s'humilient elles-mêmes, des influenceuses qui paraissent très bêtes aux yeux du public, mais qui finalement ont complètement compris comment capitaliser sur leur handicap, sur leurs différences. Prenons l'exemple évidemment de Morgan Makeup. Morgan Makeup qui est une TikTokeuse, qui a construit un petit peu sa carrière sur le fait d'être cringe. Voilà, je suis désolée, je le dis, Morgan Makeup est extrêmement cringe, mais elle le sait et elle le met complètement en scène. Elle sort des titres, elle sort des sons, elle fait des interviews, tout son business tourne autour de ça. Lorsqu'elle fait des vidéos TikTok où elle explique son handicap, où elle abuse, voilà, je suis désolée si ce n'est pas le cas, mais selon moi, ces influenceuses-là, comme Morgan Makeup, abusent complètement le trait de l'handicap. C'est-à-dire que Morgan Makeup, je pense, a certains handicaps à la base, bien évidemment, je ne remettrai pas ça en cause, c'est elle-même qui le dit, mais je pense qu'elle a remarqué que c'était ce qui fonctionnait sur sa chaîne, que les gens aimaient un peu comme une bête de foire, comme s'ils allaient au cirque, cliquer sur ses vidéos et se moquer d'elle, tout simplement. Et donc c'est devenu son job, Morgan Makeup, d'être
cette personne-là en situation de handicap, qui se met en scène, qui se ridiculise finalement. Mais le problème, comme je vous le disais, vient des spectateurs. Pourquoi ces contenus sont de plus en plus populaires? Qu'est-ce qui attire les gens vers ces TikTok-là, vers ces Snapchat-là? Je pense que cette fin de l'humiliation arrive tout simplement avec cette ère des réseaux sociaux. Oui, comme je vous le disais précédemment, nous avions à la télé déjà un petit peu ce concept d'humiliation, ça restait quand même assez léger. Avec le développement des réseaux sociaux, avec le grand retour de Snapchat, nous avons de plus en plus de contenus lifestyle qui ont émergé. Les contenus lifestyle, c'est tout simplement filmer sa vie, filmer son quotidien. On peut prendre l'exemple par exemple de Poupette Kenza, qui est la plus populaire parmi ces influenceuses lifestyle. Très souvent, ces contenus lifestyle se font sur Snapchat. Alors oui, il y a des contenus lifestyle sur YouTube avec des vlogs, etc. Mais Snapchat, c'est vraiment day by day. C'est-à-dire que tu vas filmer ta journée et tu vas la poster. Pas de montage, pas de weekly vlog. Snapchat, c'est un petit peu du temps réel finalement. Et puis nous avons TikTok avec le live aussi. Eh bien, je pense que ces contenus lifestyle, où on s'immisce finalement de plus en plus dans la vie des gens, Poupette Kenza qui va emmener son enfant à l'hôpital parce que celui-ci s'est fait mal à la tête, Poupette Kenza qui va à la boulangerie acheter son pain. On voit les moments les plus intimes finalement de la vie des gens, enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas, c'est peut-être ce que ces influenceurs veulent nous faire croire ou non, je n'en sais rien, mais on a ce sentiment de tout connaître d'eux, on a ce sentiment d'être avec eux dans leur intimité, et je pense que le développement de ce genre de contenu a créé une véritable montée de voyeurisme. On a ce côté-là où on veut en savoir plus, on a ce côté-là où on veut voir plus, et je pense que ce sentiment a énormément évolué avec les réseaux sociaux, on veut en voir plus. Ok, Poupette Kenza va acheter son pain, mais on veut voir plus, on veut voir Poupette Kenza qui pleure parce que son mari l'a trompée. On veut voir Poupette Kenza qui s'humilie parce qu'elle a encore eu une histoire avec X ou Y. Un petit peu comme dans une série. Si vous regardez une série sur Netflix et que tout se passe bien dans la série, que voilà, il n'y a pas une vague, tout est très plat, la série ne fonctionnera pas. Il faut des moments chocs. Eh bien, les personnes qui instrumentalisent un petit peu leur vie, qui mettent leur vie en scène comme ça, comme ces créateurs lifestyle, ils sont obligés d'avoir quand même un petit peu de temps en temps, un peu de quelque chose pour attirer le public, et c'est là que l'humiliation entre en jeu. On va s'humilier en se filmant en train de pleurer, on va s'humilier en postant des photos de soi nue par exemple. On a eu cette histoire-là avec une candidate de télé-réalité qui a malencontreusement posté son corps tout nu sur Snapchat. Voilà, elle n'a pas fait exprès, d'après elle. Moi j'en sais rien, je ne connais pas la vérité, mais on crée ces moments chocs. Les influenceurs, les snapchatteurs créent ces moments chocs et vont parfois beaucoup trop loin. Comme Nasdaq, que je vous citais, qui a ce contenu lifestyle, mais vraiment lifestyle de la rue, où il va montrer un petit peu son quotidien au quartier, etc. Ça part vraiment en vrille lorsque tu commences à exploiter des personnes extérieures qui n'ont, selon moi, aucune idée de ce qui se passe. Quand une personne est en situation de handicap, elle comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas que les gens se moquent. Ça dépend de l'handicap, bien évidemment, mais c'est pas des contenus que j'aime voir sur les réseaux sociaux. C'est cringe, c'est triste, et encore une fois, c'est de l'exploitation, donc vraiment, ça ne me plaît pas. Je pense que pour les personnes qui consomment ce genre de contenu, il y a également un vrai côté rassurant. Un côté rassurant de se dire « Ah, mais il y a pire que moi !» Comme dans les Snapchats de Nasdaq, par exemple, où on voit des gens très marginalisés, beaucoup de cas sociaux, je ne parle pas de personnes en situation de handicap, mais simplement des cas sociaux, voilà, ça existe. Je pense que c'est un genre de contenu qui est rassurant et qui fait sentir les spectateurs intelligent. Ça développe un sentiment rassurant, un sentiment de supériorité qui fait que le spectateur a envie de revenir, a envie de consommer toujours ce type de contenu-là, un petit peu comme lorsqu'on regarde la télé-réalité par exemple. La télé-réalité a une très mauvaise image, tout le monde dit ouais, les débiles de la télé-réalité, les abrutis de la télé-réalité, mais ces gens-là sont rassurés quand ils regardent la télé-réalité, parce qu'ils se sentent intelligents. Et je pense que c'est vraiment ce facteur-là, donc le voyeurisme, et ce facteur rassurant, qui font que les contenus humiliants sont de plus en plus populaires. Et puis il y a aussi cette soif du choc, cette soif de toujours vouloir en voir plus, cette soif de sensationnel. La barre monte toujours un petit peu plus haut. Je sais pas vraiment comment ça va évoluer avec le temps, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de creuser un peu sur ces contenus humiliants, voir un peu d'où ça vient, voir pourquoi ils fonctionnent, comment vont-ils évoluer, ça c'est la question. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à rejoindre mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!